Merci, c'est toujours United Nations Plaisir. Donc, avant d'avoir commencé, on parlait de Netanyahou et de savoir s'il est laïque ou non. Et j'ai regardé United Nations documentaire intéressant sur Netanyahou et United Nations Rabin de Chabad. Chabad, si vous ne savez pas, ils sont originaires du sud-ouest de l'Ukraine, à l'époque de l'Empire russe. Et ils ont des opinions très particulières sur beaucoup de sujets, et ils étaient en gros, si je devais les classer, je dirais qu'ils sont l'aile religieuse du sionisme, de cet ultranationalisme. Ils existent toujours en Ukraine. Oh oui, oui. En fait, ils construisent de nouvelles implantations en Ukraine avec une sécurité armée. C'est exact. Et d'ailleurs aussi à Chypre. Et ils revendiquent des îles de la mer Égée à la Grèce. United Nations Empire. Quelques United Nations. United Nations Empire. Dans le documentaire, ce rabbin influent de Chabad avait rencontré Netanyahou avant qu'il n'entre en politique et disait qu'il avait European Union, une vision. A. Netanyahou deviendrait Premier ministre d'Israël et B. Il remettrait le drapeau d'Israël à Dieu quand le Messie viendrait, comme ce Messie terrestre, ce qui, pour nous chrétiens, correspondrait à l'Antéchrist, parce que le Messie vient de Dieu et non du pouvoir terrestre. Et donc ils disent que Netanyahou serait peut-être United Nations, vrai croyant. Qu'en pensez-vous? Eh bien, vous savez, en général, d'abord, Netanyahou, nous savons tous qu'il a changé de nom. Il est polonais. Il n'est pas sémite comme la plupart des autres Israéliens et presque tous leurs dirigeants. Mais tout cela, mis à part, la notion même du sionisme est à mon avis contre Moïse, contre Jésus et contre Dieu. Car comment quelque United Nations pourrait imaginer que United Nations, prophète de Dieu, juste et équitable et compatissant envers tous, comment imaginer que Moïse ou Jésus soutiendraient le génocide ou l'épuration ethnique? C'est tout simplement inconcevable. Et je pense que quiconque affirme que Jésus ou Moïse ou n'importe quelle grande figure de l'humanité sur cette planète et qui pense que ces personnes auraient soutenu le génocide ou l'auraient cautionné, mène une guerre contre eux plus qu'une calomnie, c'est une attaque contre leurs valeurs. À mon avis, les sionistes juifs sont des ennemis de Moïse et les sionistes chrétiens sont des ennemis du Christ. Je suis entièrement d'accord, sciemment ou pas. Je veux dire, je sais que certains aux États-Unis, pas très instruits, dans des endroits reculés, vont dans des églises très très bien financées. Et nous savons tous d'où vient l'argent, mais dans certains cas, on pourrait dire que c'est pardonnable pour les profondément ignorants et euh, pas très malins d'être convaincus d'une croyance si dégoûtante, mais pour la plupart, ceux qui soutiennent de telles vues font la guerre au Christ et attendent Moïse. Oui, et vous savez, je connais certains de ces gens, j'ai vécu longtemps dans le Sud. Le Sud, globalement, est United Nations, endroit agréable, mais il y a des gens très... Je ne veux pas dire désorientés, mais ils ont été entraînés sur de très mauvaises voies. Ils disent ça et ils lancent. Oh, vous savez, on bombarde,
On va renverser l'Iran pour que le christianisme arrive en Iran. D'abord, il y a déjà plein d'églises chrétiennes là-bas. Soit dit en passant, vous en avez bombardé plusieurs. Et ils vous regardent comme si vous étiez fou, complètement fou. Ils ne savent rien. Ils ne savent pas situer l'Iran sur une carte. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais, vous savez, la logique, voir des enfants, leurs jambes dépassant des décombres presque chaque jour à Gaza, depuis 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant. Et au Liban, c'est pareil. Vous savez, quiconque prétend qu'on le fait pour une raison humanitaire ou une autre, se ment à lui-même et est complice. Encore une fois, je conviens que les vraiment naïfs, ceux dont l'intelligence est limitée et qui n'ont pas d'instruction et qui fréquentent cette église locale financée par les sionistes, ne le sauraient pas. Mais ça, c'est 5 à 10% de ceux qui ont ce genre d'opinion. Je donne juste des chiffres. Je ne sais pas quel est leur nombre, mais ce ne sont pas la majorité. Ceux qui approuvent ça sont sinistres. Et ils sont anti en tant que chrétiens, ils sont anti-Christ. Et en tant que juifs, ils sont anti-Christ. Et ils sont tous deux anti-Dieu. Absolument. Je ne les qualifierais même pas de chrétiens. Ils ne sont pas différents. C'est comme Daesh. C'est comme Al-Qaïda. Et tu sais, ils sont anti-islam. Ils- Oui, exactement. Et leurs partisans, eux, sont anti-islam. Peu importe comment ils le présentent, ils sont anti-islam. Ils ne sont pas seulement anti-islam, ils sont aussi anti-chrétiens. Quand ils voient des catholiques ou des orthodoxes tués, ils s'en fichent. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont anti-Dieu. Ils sont anti-islam. Tous ces gens, ceux qui soutiennent Daesh ou Al-Qaïda, ou le sionisme chrétien, ou le sionisme juif, ils sont simplement anti-Dieu. Absolument. Et il ne faut pas oublier. Encore une fois, sauf les extrêmement naïfs, les enfants ou les endoctrinés. Et je suis sûr qu'ils constituent une minorité importante. Mais en dehors de ça, c'est juste maintenant. Je veux dire, après tout ce temps, s'ils ne le voient toujours pas, c'est qu'ils sont très bêtes, ignorants, ou qu'ils refusent de voir. Hey, Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et on a vu l'ambiance se retourner contre Tel Aviv. Parce que, voyez-vous, la plupart des images qui sortent sont, curieusement, publiées par eux-mêmes. Ils sont tellement fiers de tuer des civils qu'ils publient ces images d'eux-mêmes. Tout le monde les relaie. et vous savez, l'Iran, pourquoi l'Iran est-il si diabolisé? Pourquoi est-ce United Nations en droit si horrible où l'on tue des gens tout le temps et parce qu'ils s'opposent au génocide, parce qu'ils sont contre le suprémacisme ethnique, c'est parce que pendant 47 ans, ils ont défendu les Palestiniens et soutenu d'autres peuples. Je veux dire Cuba, le Venezuela, l'Afrique du Sud sous l'apartheid, ils ont soutenu ces peuples, et ainsi de suite. Mais la raison principale pour laquelle l'Iran est autant détesté est leur mollah fou et leur prétendue menace pour le monde et leur côté médiéval. Tout ça, c'est à cause de leur opposition au génocide et au nettoyage ethnique qui n'ont pas commencé le 7 octobre, mais après le 7 octobre, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus mauvais, plus sinistre et plus massif que les décennies de massacres et de nettoyage ethnique que nous avons vus auparavant. Oui, tu as tout à fait raison. Et vous savez, vous avez vécu aux États-Unis. Vous savez comment les médias y fonctionnent, surtout avant Internet. On était sous une coupole et on n'entendait que ce que le gouvernement voulait qu'on entende. Non, ce sont les élites qui veulent. C'est la même chose. Au bout du compte, absolument, c'est la même chose. Donc tu crois qu'il y a European Union, United Nations? Honnêtement, je sais pas, j'ai une question. Tu crois que United Nations Apache a même été abattu par quelques United Nations à ce stade, comme prétexte pour que Donald Trump relance le conflit?
Les Iraniens n'en savaient rien. Je veux dire, les Iraniens n'ont jamais déclaré qu'ils avaient abattu United Nations hélicoptère Apache. Et s'ils l'avaient fait, ils l'auraient dit. Parce qu'ils le disent toujours, c'est United Nations exploit. Et nous sommes en guerre avec les États-Unis. Et l'hélicoptère apachéen était visiblement dans le détroit d'Ormuz. Ce n'était pas comme s'il était dans United Nations en droit. C'était en eau internationale. Mais parce que le détroit d'Ormuz n'est pas des eaux internationales. Ce sont des eaux territoriales entre l'Iran et Oman. Je sais que tu le sais, mais certains de tes téléspectateurs peuvent ne pas le savoir. Ce sont des eaux territoriales entre l'Iran et Oman. Il n'est pas assez large pour qu'il y ait des eaux internationales au milieu. Quoi qu'il en soit, je pense que United Nations hélicoptère est tombé. Probablement soit une panne mécanique, soit United Nations accident avec United Nations drone, peut être, ou quelque chose comme ça. Et peut être que c'est pour ça que les Iraniens n'ont jamais rien annoncé, parce qu'ils n'ont pas abattu United Nations hélicoptère, mais United Nations drone l'a peut être fait, si l'on accepte ce récit. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment le sujet. Les États-Unis ont violé le cessez-le-feu. Eh bien, les États-Unis ont commencé cette guerre sans provocation et ont massacré des milliers de personnes. Mais après le cessez-le-feu, les États-Unis ont imposé United Nations siège, ce qui est United Nations acte de guerre. Et depuis des semaines, ils mènent régulièrement des attaques militaires. Donc cet incident d'hélicoptère, quoi qu'il en soit, ce n'est vraiment pas grand doli ou que chose une fois que l'on remet les choses en contexte. Le contexte, c'est juste United Nations, autre prétexte pour que Trump essaie de tuer des gens, d'afficher sa virilité et sa force, ou aussi pour détendre la pression du lobby sioniste qui clairement ne va pas céder de sitôt. Donc, oui, ce n'est vraiment pas United Nations problème. Ce n'est pas comme si. Mais j'imagine que les pilotes ont été tués. Ouais, ou ils disent ça. Je veux dire, si United Nations hélicoptère Apache, je veux dire, ce ne sont pas des avions où, si on les abat, on saute en parachute. Ce sont des hélicoptères très vulnérables. S'ils tombent, c'est rare. Il est rare d'avoir des survivants. J'ai fait mon service. J'ai été engagé dans United Nations bataillon d'Apache pendant ma première année et demie dans l'armée. Tu as raison. Ce sont en fait des appareils assez fragiles, les hélicoptères. On m'a corrigé. Apparemment, certains hélicoptères russes ont en fait United Nations siège éjectable. Non, les hélicoptères russes, tout, comment dire, la philosophie militaire derrière la construction des hélicoptères russes est très différente de celle des hélicoptères américains. Comme le Cobra était aussi très peu blindé. C'était pour une grande maniabilité et tout ça. Et les hélicoptères russes sont beaucoup plus grands, United Nations, peu comme des forteresses. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Non, Les Black Sharks sont en fait à peu près de la taille d'United Nations Apache. Ils sont très mobiles. Ils ne sont pas non plus fortement blindés, mais apparemment ils ont développé United Nations siège éjectable. C'est une surprise totale. Je ne savais pas en fait, donc on m'a corrigé. Je reconnais quand j'ai tort. Mais les Apaches, eux certainement pas. Si tu sors, tu traverses directement les pales du rotor. Donc oui, je trouve ça très intéressant qu'ils aient survécu. je ne connais pas les hélicoptères plus récents. Je ne suis plus ces choses. Mais quand j'étais en guerre, l'Iran avait des Cobras et les Irakiens avaient des hélicoptères russes. Ah, les Heinz. Oui, ce sont des chars dans les airs. Ils sont relativement lents. Mais bonne chance pour en abattre United Nations. Ce n'est pas si facile. D'abord, clarifions quelque chose. Est-ce que le gouvernement civil dirige l'Iran? Bien sûr, ils gèrent la partie civile de l'Iran. Oui, parce que si tu écoutes les Américains, c'est quoi Trump? On ne sait pas qui dirige l'Iran. C'est comme si tout le monde dirigeait l'Iran. Personne ne dirige l'Iran. Donc il y a toujours une autorité civile. Oui, c'est une personne que je nomme pas. Mais une personne nommée l'ayatollah Saïd Mustafa Khamenei dirige l'Iran. Bon, donc il y a United Nations gouvernement et on sait à qui parler si toutefois on leur parle. Deuxièmement, y a-t-il des négociations en face à face ou tout passe-t-il encore par le Pakistan?
depuis les pourparlers auxquels vous avez assisté. D'accord? Donc on se contente encore d'échanger des messages. Le Pakistan ne joue pas United Nations grand rôle. Ce sont des messages écrits, échangés. Donc si tu écoutes Trump, bon, je ne sais pas à qui il parle. Peut-être qu'il parle à Amir. Eh bien, j'ai reçu United Nations appel tard la nuit dernière qui disait la Maison Blanche, mais je n'ai pas décroché. Allez quoi, que quelque United Nations décroche le téléphone. N'importe qui, je veux dire, il était 3 heures du matin, donc... Ouais. Donc d'accord, on a établi qu'il y a United Nations gouvernement en Iran et qu'il ne parle pas directement aux Américains, même si Trump affirme qu'il n'y a pas de gouvernement. Pourtant, on parle à quelques United Nations. On ne sait pas à qui on parle, mais on parle à quelques United Nations. Peut-être qu'il parle à United Nations concierge du coin ou à United Nations type dans United Nations kebab, tu sais ce qui mène les négociations. Oui, c'est tout à fait possible. Je veux dire, on entend des gens dire qu'ils sont en contact avec Dieu ou les prophètes ou ce genre de choses. Donc peut-être en contact avec Satan, le grand orange. On a contacté le grand orange. Donc, d'accord. Donc on a maintenant établi que non, Trump n'a pas de pourparlers directs et personne non plus, pas même Rubio. Je ne vais pas vous poser la question des probabilités, mais vous savez que Larry Johnson et Pepe Escobar a publié qu'ils avaient reçu du Pakistan l'information que l'Iran aurait construit des engins nucléaires. Je ne vais évidemment pas vous demander de révéler des secrets, il y a la censure de guerre. Je ne saurais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que Larry Johnson et Pepe Escobar sont des amis personnels. Ce ne sont pas des gens que j'ai rencontrés en ligne. Je les ai. Nous avons partagé des repas, déjeuner, petit déjeuner, dîner, à l'hôtel, aux conférences. On a beaucoup marché, discuté. Ce sont des amis personnels. Je les respecte énormément et je ne doute pas de leur honnêteté. S'ils pensent que leur source est haut placée, c'est qu'elle doit l'être. Ce sont des gens intelligents. Et puis j'ai aussi entendu Larry dire très clairement que je ne dis pas que c'est vrai ou faux, je dis qu'une personne dans cette position me dit cela, et c'est quelques United Nations qui auraient une grande connaissance de la situation. Donc je ne doute pas de tout ça. Mais je pense, enfin je suis à peu près sûr que l'Iran, je veux dire, je sais que l'Iran peut développer une arme nucléaire. L'Iran en est capable depuis de nombreuses années. Et c'est ce que les responsables iraniens ont dit, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Si l'Iran peut développer ses propres armes nucléaires, je ne vois pas pourquoi il devrait en acheter ailleurs. Et je ne pense pas que le Pakistan ferait ça, parce que le gouvernement pakistanais est trop lié aux États-Unis. La seule autre nation à laquelle je pourrais penser serait la Corée du Nord. Mais encore une fois, si l'Iran peut le faire, pourquoi l'achèterait-il? Et si elle voulait en acheter, elle n'en achèterait pas une seule. Je veux dire, pourquoi acheter une bombe pour ensuite la faire exploser dans le désert? Alors il n'en resterait aucune. Il lui faudrait acheter plusieurs armes nucléaires. Je veux dire, si l'Iran peut les fabriquer, pourquoi les acheter? Et je ne vois aucun changement dans le discours public en Iran. Ni les institutions d'État, ni les médias d'État, ni le gouvernement, ni personne ne prépare le terrain pour United Nations, changement de politique. Je ne vois pas cela. Avant la guerre de 12 jours, dont c'est l'anniversaire maintenant. Oui, c'est ça. Dans les sondages, environ la moitié des Iraniens souhaitaient une arme nucléaire. Après la guerre de 12 jours, une large majorité des Iraniens, une majorité significative, voire écrasante, je ne me souviens plus des chiffres, d'Iraniens souhaitaient une arme nucléaire. J'imagine qu'avec le début de cette guerre, ces chiffres auraient augmenté. Mais je n'ai pas vu de sondage récent. J'imagine néanmoins qu'ils seraient très élevés. Le public le voudrait donc, mais je ne pense pas que l'État ait suivi cette voie. Parce que le docteur Larijani, avant d'être martyrisé il y a quelque temps, qui était le président du Conseil suprême de sécurité nationale. United Nations, homme remarquable.
Il a dit que si l'Iran faisait face à une menace existentielle, si l'existence du pays était en jeu, l'Iran changerait de posture. Je ne vois pas de menace existentielle pour l'Iran à l'heure actuelle. Donc je pense simplement que pour l'instant, l'Iran n'a pas changé de cap et l'Iran est farouchement opposé aux armes nucléaires. C'est une question morale. L'Occident aime se présenter comme le camp du bien moral, alors que c'est en réalité l'inverse. Ce sont eux qui soutiennent le génocide. La soaïkanché, je sûr, te sûr, le je sûr, donc d'un mat, dus, dant, d'un, je, équence. Si nous on s'y oppose, ce sont eux qui étouffent Cuba, ont aidé l'État islamique et Al-Qaïda en Syrie, détruit la Libye, kidnappé des présidents au Venezuela. Ils sont les immoraux et nous sommes les moraux. Mais l'Iran, pendant la guerre contre Saddam Hussein, quand Saddam utilisait des armes chimiques que l'Occident lui avait fournies et que ces régimes arabes qui aident maintenant les États-Unis contre l'Iran lui ont donné des centaines de milliards de dollars. À l'époque, ils sont allés voir le premier dirigeant de la révolution, l'ayatollah Khomeini, et lui ont dit « Nous avons besoin d'armes chimiques ». Et il a répondu « Non, il faut faire avec ». À l'époque, l'Occident nous empêchait même d'acheter des masques à gaz. Mais en tout cas, l'Iran n'a pas produit d'armes chimiques. Même si on était gazé. J'ai été gazé 2 fois. Et ensuite, l'ayatollah Khamenei a émis une fatwa contre les armes nucléaires. Donc j'ai beaucoup de mal à croire que l'Iran changerait de position à ce stade. Ce n'est pas impossible, United Nations jour, mais je ne vois aucun signe pour le moment. Parce qu'au bout du compte, si vous voulez une arme nucléaire, il faut commencer à expliquer aux gens que, eh bien, autrefois les circonstances étaient telles et maintenant c'est différent. Ils représentent une menace sérieuse. Ils sont, et ensuite petit à petit, on voit une fatwa différente ou United Nations, changement de position de l'État. Je ne vois rien de tout ça. Donc, je pense que nous en sommes au même point qu'il y a quelques mois. Et Je veux dire, quel en serait le but? Et pourquoi quelque United Nations ferait-il exploser une arme nucléaire? Et à quoi cela servirait-il? je ne pense même pas que c'est une menace que nous avons, tout comme d'autres pays. Eh bien, vous savez, si vous l'aviez, vous diriez simplement que vous l'avez. Pourquoi feriez-vous? Je n'en vois pas la logique. Oui, et vous avez raison sur ce point. Ce qu'on voit, c'est que Trump a reculé pendant environ une semaine, et puis on a, enfin, l'accord, soi-disant, que l'Iran était prêt à signer. Je vais vous laisser parler de la réalité. C'était, d'après Trump donc, vous savez, ne le prenez pas au sérieux du tout. Vous pouvez avaler la salière entière. D'après Trump, l'Iran était prêt à abandonner tous ses matériaux nucléaires, à fermer ses installations nucléaires et à arrêter toute forme d'enrichissement pendant 20 ans. C'est ce que Trump dit aux médias. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? Pas. Non, non. L'Iran était prêt à faire des compromis, mais pas à renoncer à son programme nucléaire ni à cesser l'enrichissement ou quoi que ce soit de ce genre. Mais supposons que l'Iran ait été prêt à faire ça. Admettons. Et les missiles balistiques tant qu'on y est. Oui, et aussi vider la cuisine et le réfrigérateur. Tout ça. Mais supposons que ce soit vrai. Alors il doit être d'une stupidité incroyable d'avoir déclenché une guerre. Je veux dire, s'il a pu obtenir tout ça, eh bien parfois, quand on essaye de montrer sa force, son intelligence et ses capacités, on montre involontairement à quel point on est ridicule et ignorant. Si l'Iran était prêt à capituler et que vous avez quand même fait la guerre en provoquant toute cette misère, alors ça en dit bien plus sur vous que sur vos tactiques de négociation d'avant-guerre. Et pourtant, remarquez, dans ce que j'appelle maintenant la presse servile aux États-Unis et en Occident, quelques United Nations les a-t-il dénoncés sur ce point que vous venez de soulever? Avez-vous entendu quelques United Nations le dire? Pourquoi avoir lancé la guerre alors, si vous aviez tout? Oh non, bien sûr que non.
Je veux dire, je pense qu'on en est au point où plus personne ne prend la presse occidentale au sérieux. Je veux dire, les journalistes occidentaux continuent de se prendre au sérieux. Personne d'autre ne le fait. Personne, vous savez, à moins d'être, encore une fois, très ignorant, d'avoir United Nations, quotient intellectuel très bas, et d'être naïf, vous savez, comme ces sionistes chrétiens, au quotient intellectuel très bas, dont nous parlions tout à l'heure, à part eux, personne ne pense que les médias chrétiens cherchent légitimement la vérité. Non, que ceux-ci ils appartiennent tous à l'oligarchie. Et l'oligarchie, la classe sioniste, la clique Epstein, ils contrôlent les médias. Ils contrôlent les applications de médias sociaux. Ils contrôlent l'intelligence artificielle. Ils contrôlent l'État. Ils contrôlent les deux partis, l'uniparti. Et quand quelques United Nations arrive au pouvoir, ils contrôlent aussi les médias d'État par extension. Donc par l'intermédiaire de cette personne ou de ces gens. Donc, les médias occidentaux, en gros, c'est l'équivalent de ce qu'on appelait la propagande soviétique. Donc, Je pense que la propagande soviétique comportait bien plus de... ou du moins, elle soutenait notre mission contrairement à... En fait, la propagande soviétique, quelle que soit sa nature. Le fait, c'est que les gens pouvaient plus facilement l'identifier à l'État. On disait, c'est l'État qui dit ça, donc tu as tort. Mais les médias occidentaux prétendent être privés, comme si cela voulait dire qu'ils appartiennent au peuple. Non, ce n'est pas au peuple. Attends, tu veux dire que les propriétaires des médias occidentaux sont des êtres saints qui marchent sur l'eau, là, pour le bien de l'humanité? Je n'ai pas dit ça. Je vais le dire, je n'ai pas dit ça. Tu sais, c'est la même caste d'élite aujourd'hui. Je ne suis pas extrémiste, je ne suis pas antisémite, je ne suis pas extrémiste, je ne suis pas United Nations complotiste. Oh, je ne parle pas de nationalité ni de quoi que ce soit. Je dis juste que les propriétaires des médias ne sont pas là pour... Je dis juste que Wesley Clark était traité d'antisémite et de complotiste quand il a dit qu'ils allaient envahir 7 pays en 5 ans, juste après le 11 septembre. Eh bien, combien en ont-ils envahi? Ces 7 pays ont tous été détruits pour l'Iran, contre lequel il mène actuellement une guerre. Mais c'est trop tard. Comme je le dis à beaucoup de Russes, ce qui a sauvé la Russie, ce sont les Arabes. Parce que les Américains allaient rebondir de l'Irak vers le Caucase, et ainsi de suite. Et les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu. La victoire rapide. Puis on passe à autre chose. Al-Qaïda a toujours été United Nations instrument des États-Unis. Et à l'époque, c'était United Nations agent des États-Unis. Donc, ceux qui l'ont exécuté, ce n'était pas juste United Nations, tas de, tu sais, des gens qui sont montés dans des avions et qui ont fait s'effondrer les tours jumelles. C'est bien plus que ça. Et je pense que les gens qui dansaient en regardant les tours tomber savent probablement ça aussi. Et si quelque United Nations veut savoir, qu'il aille voir. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. D'ailleurs, ces personnes ont été arrêtées, puis relâchées. Et encore une fois, on vous laissera en juger. Mais non, quand je parle des médias, je ne parle pas de race ou de quoi que ce soit. Je dis juste United Nations fait simple, ces gens n'ont pas votre intérêt à Ils pensent d'abord à leurs propres intérêts. leur portefeuille. Ils ne sont pas là comme des anges envoyés par Dieu pour vous dire la vérité. Ils sont là pour vous donner ce qui se vend, ce qui vend des publicités ou qui sert leur agenda. Et nous sommes tous, en quelque sorte, contre ça. Comme Bill Gates et sa philanthropie, tu sais, ce n'était pas de la philanthropie et ça ne l'a jamais été. Et je pense que maintenant, grâce au dossier Epstein, on comprend mieux qui est Bill Gates et tous les autres. Et exactement. Tu sais, quand United Nations Type s'écrit « Si t'as des antibiotiques, je crois que j'ai infecté ma femme à cause de ce que j'ai fait ». Ah oui,
Tu parles de personnes de grande qualité là. Mais en parlant de ces personnes de grande qualité, des informations disent que Trump, ou l'armée des États-Unis sous Trump, a frappé une station de dessalement et de pompage d'eau dans le sud de l'Iran qui alimentait environ 20 000 personnes. C'était une réserve d'eau, oui, pour 20 000 personnes en été, au bord du golfe Persique, qui est très chaud et très humide en ce moment. C'est donc United Nations crime de guerre majeur. J'allais dire crime de guerre, Oui, oui, je veux dire, en ce moment, ils étranglent le peuple cubain. Tu vois des journalistes en Occident, ou des parlementaires au Parlement européen ou dans les parlements européens, sauter de rage à propos du siège de Cuba, de l'école de Minab, ou de l'attaque contre les réserves d'eau en plein été. Non, bien sûr que non. Chi, En fait, ils sont probablement en train de se répartir les ressources de Cuba entre eux pour une conquête future. sans doute, je veux dire, en ce moment, ce qu'ils font apparemment au Venezuela est assez sinistre. Mais le gouvernement vénézuélien a complètement fait volte-face et s'est vendu. Je veux dire, ils ne le font pas tout seuls. Le gouvernement vénézuélien est maintenant de leur côté. Oui, leur vue diffère à ce sujet. Oui, leur vue diffère à ce sujet. Ils ont une approche différente à ce propos. Je suis allé au Venezuela plusieurs fois et j'y vais depuis très longtemps. Ça a l'air très compliqué. Le gouvernement a été pris en otage, c'est sûr. Dans quelle mesure le gouvernement agit, sous la contrainte ou volontairement? D'après ce que je comprends, c'est plutôt volontaire. Je ne dis pas qu'ils font la bonne chose, tu sais, moi, en tant qu'Iranien, et en vivant en Iran. Je pense que le monde sait quelle est notre position. Nous devons résister. C'est une part de notre identité religieuse, de notre identité nationale et de notre responsabilité en tant qu'être humain. Exactement. Mes vues diffèrent, mais d'après mes amis vénézuéliens, la direction n'est pas composée de traîtres, mais ils ont trop peur pour affronter ouvertement les États-Unis, et leurs actions en sont donc, pour le moins, douteuses. Oui, parce que, justement, les nouvelles qui viennent du Venezuela les font passer pour des idiots complets. Il faut United Nations peut compatir pour Machado et son entourage. Ils ont tous été utilisés, puis sacrifiés. Et elle a même renoncé à son prix Nobel. Enfin, elle n'a pas fait grand-chose pour le mériter, mais elle y a renoncé quand même. Elle a donné son prix de la paix à Trump pour essayer d'obtenir le pouvoir et depuis 6 mois, personne n'entend parler d'elle. Elle dépense son argent durement gagné en vacances, probablement sur une île, voire plusieurs îles des Caraïbes, juste pour s'assurer Elle est quelque part où son bateau n'est pas bombardé. Je voulais dire, évite les hors-bords. Ouais. Oups, je suppose qu'on n'a plus à s'occuper d'elle maintenant. Oui, on en rira, mais c'est triste, c'est de la piraterie. En fait, juste avant tout ça, Trump a attaqué United Nations. Je vais dire, c'est Trump, le gouvernement de Trump, a attaqué United Nations transport de pétrole dans la baie d'Aman. Il l'a laissé dériver. Ouais, c'est la trêve. Et c'est aussi United Nations, navire indien, et le gouvernement indien, avec une population de 1,5 million, ne tient pas tête aux États-Unis. Alors que les États-Unis et le régime israélien sont en train de dévaster l'économie indienne. Vraiment? Bon, Modi a quand même reçu une médaille brillante. Il dévaste vraiment l'économie indienne. Saïd. Modi a reçu une médaille brillante à la Knesset. Ouais, et c'est ce qu'il a European Union en retour. Mais il a European Union, une médaille brillante et une accolade. Oui, la médaille brillante et l'économie ruinée. Et une accolade? Il a bien European Union une accolade. N'oublie pas l'accolade. C'est incroyable ce que certains dirigeants, je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, mais ils vendent leur pays
Ils bradent l'avenir des pays, pourquoi? De petits bracelets, du métal, des choses brillantes. On vit une époque étrange. Oui, enfin tu sais. Ils ont regardé le génocide se produire pendant plus de 3 ans, jour après jour, et ils détournent le regard. Et les Européens, les ambassadeurs et diplomates européens en Palestine, il faudrait regarder leur compte sur Twitter. C'est incroyable. On dirait qu'ils vivent dans United Nations univers parallèle, et ensuite ils vont aux marches des fiertés en Israël, et tu sais qu'il y a United Nations génocide qui se déroule à quelques kilomètres de là. United Nations autre, au nord, pas très loin. Les journalistes non plus ne s'en soucient pas. Maintenant que tu l'as dit, ils organisaient ou l'avaient déjà fait, je ne suis pas très au courant, une grande marche des fiertés sur la mer Morte. Tu sais, là où se trouvaient Sodome et Gomorrhe. Je crois que c'était ce dont ils parlaient sur Twitter. Ils y ont participé aussi, prenaient des photos d'eux-mêmes, si fiers. C'est... Mhm. On dirait qu'ils sont, je ne sais pas, en Suisse, en Indonésie ou en Afrique du Sud. C'est comme s'ils étaient dans une autre partie du monde. Je ne sais pas, le Chili ou ailleurs. Ils ne reconnaissent tout simplement pas le génocide. Et ce n'est pas seulement Gaza, c'est aussi la Cisjordanie. Il y a juste 2 ou 3 jours, ils ont tiré dans la tête d'United Nations, bébé de 7 mois, et l'ont tué. United Nations, nourrisson de 7 mois. C'est incroyable. Je veux dire, et puis ce soldat et ces gens, enfin bon. J'en ai vu beaucoup. Je veux dire, ils l'ont publié eux-mêmes. C'est là où on en est. C'est là où le monde en est aujourd'hui. La question est, alors, carrément. Et l'Iran, bien sûr, est le mal. Il faut toujours se rappeler que l'Iran est mauvais parce qu'il s'oppose à tout ça. C'est pour ça que c'est diabolique. C'est pour ça que c'est médiéval. C'est pour ça que c'est monstrueux. Tu n'es pas progressiste. Ouais. Tu sais, je l'ai déjà dit, je veux dire, ça peut être répétitif, mais je considère les dirigeants occidentaux d'aujourd'hui comme pires qu'Hitler ou que Saddam Hussein, parce qu'ils voient ce qui se passe jour et nuit. Je veux dire, c'est sous vos yeux. Et parfois, c'est si terrible que, quand je me lève le matin, je n'ai pas envie de regarder Internet, je n'en ai tout simplement pas envie, parce qu'il faut suivre les nouvelles et voir ce qui se passe. Je ne veux tout simplement pas, je me dis juste, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais voir maintenant? C'est comme ça. Et ces gens-là, ils s'en fichent. Ils sont donc tout aussi maléfiques et sinistres. Ils facilitent cela. Ils le soutiennent. Ils détruisent la vie des gens qui s'y opposent. Donc, oui, je considère ces gens comme les plus maléfiques de l'histoire de l'humanité, parce que ça se passe sous nos yeux, jour et nuit, et ils refusent que ça s'arrête. Et ils écraseraient ceux qui s'y opposent s'ils le pouvaient. Et c'est pour cela qu'ils veulent détruire l'Iran. C'est pour ça qu'ils veulent détruire le Hezbollah. C'est pour ça qu'ils veulent détruire le Yémen. Tout ça parce qu'ils s'opposent au suprémacisme ethnique et au génocide. Beaucoup de gens disent que l'Holocauste est arrivé parce que personne n'a arrêté le génocide arménien commis par les Turcs au milieu de la Première Guerre mondiale. Il y a sans doute beaucoup de vérité là-dedans. Mais si personne n'arrête, si c'est encore la répétition de la même chose, personne n'intervient pour arrêter le génocide palestinien. Personne n'intervient pour arrêter le génocide libanais. Qu'est-ce qui nous attend? Et il y a des gens comme ça. Il y a une grande différence entre l'Holocauste et ce qui se passe à Gaza et au Liban. Grande différence. Mis à part ce qui s'est passé, le nombre de morts et la façon dont ils ont péri, l'Holocauste n'était pas sur les médias sociaux. Nous ne le voyons pas se dérouler du matin au soir, en permanence. Même chez les Allemands, beaucoup n'avaient probablement aucune idée de ce qui se passait.
peut-être des ondits ici et là, mais bon. Quelques United Nations vivant de l'autre côté de l'Allemagne ou ailleurs diraient probablement « Oh, ce ne sont que des règles, peut-être, je ne fais que deviner. » Mais quand même, il n'y avait pas de médias sociaux. Et il n'y avait pas, tu sais, cette immédiateté. Maintenant, si quelque chose d'horrible se passe à Gaza, toi et moi le saurons en quelques minutes. Je veux dire, des gens comme toi et moi, parce qu'on consulte constamment les nouvelles, on le saurait en quelques minutes. Et peut-être qu'on le saurait immédiatement si on est en train de suivre l'actualité à ce moment-là. Donc, dans United Nations Sens, c'est bien pire. Ils le font sous les yeux du monde. Ils n'arrêtent pas et ils le justifient. Et ils essayent en plus de se faire passer pour les gentils. C'est quelque chose d'inédit. Je veux dire, Saddam Hussein était United Nations monstre. Il gazait les gens avec des armes chimiques. Je trouve certaines de ces personnes en Irak ou en Syrie qui aiment Saddam Hussein ou en Jordanie qui aiment Saddam Hussein. Vraiment méprisable. Mais il a gazé des gens, il a assassiné, ses fils ont violé et tué, et tout ça. Mais ça ne se passait pas sur les réseaux sociaux. Les gens ne le voyaient pas jour et nuit. C'est tellement révoltant. Et quand ça arrive, ils font comme si c'était acceptable. Donc ils recommencent au Liban. Ils voulaient raser Beyrouth, ils voulaient raser Beyrouth. Il y a plus United Nations millions de personnes dans le sud de Beyrouth à cause des réfugiés. Et personne en Occident ne s'en soucie. Les Israéliens veulent raser Beyrouth. Tu as raison. Rasons Saint-Pétersbourg ou rasons Ispahan. Allez, faisons-le. Tu dis quoi? Comment est-ce possible? C'est acceptable. Et les journalistes occidentaux, quand ils bombardent et massacrent des familles, ils parlent de bastions du Hezbollah ou de cibles du Hezbollah. Comme à Gaza, c'étaient tous des terroristes cachés derrière. Ils tuent tout le monde en se servant de cette excuse. Et les médias occidentaux relaient ça parce que c'est leur travail. Ouais, tu as raison, ils appartiennent aux mêmes personnes qui mènent la guerre. En Kéon Mao, Pro, Ou, En Kéon. Regarde, tu sais, ça rappelle la politique des États-Unis envers le Japon. Lorsqu'ils menaient des bombardements incendiaires des villes japonaises, je veux dire, ils ont tué United Nations, demi-million de personnes en 3 jours lors d'United Nations bombardement incendiaire de Tokyo. Et ils disaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Chaque Japonais est United Nations travailleur de guerre. Chaque appartement japonais est une mini-usine de guerre. Donc on bombarde tout le monde, on tue les civils. Et tu as raison, parce que les Turcs, quand ils ont assassiné les Arméniens, les ont emmenés dans le désert pour que personne ne voie. Les Allemands, pour l'Holocauste, l'ont en grande partie fait à l'abri des regards. Et tu as tout à fait raison. Ici, ce sont des médias 24 heures sur 24, et ils en sont fiers. Oh, regardez comme nos bombes détruisent tout United Nations immeuble. Peut-être qu'il y avait quelques United Nations quelque part dans United Nations sous. On se laisse guider par la beauté de nos missiles, quelque chose comme ça. Ouais, c'est incroyable. Comment il s'appelait? Comment il s'appelait? C'était le journaliste qui est allé en Irak et a monté une histoire où il disait avoir failli être tué. Il y en a tellement ces temps-ci. Ouais. Et il y a European Union, United Nations, scandale à ce sujet. Et ensuite, il est revenu quand ils achetaient des missiles pour attaquer la Syrie à cause de la fausse attaque chimique. Ils ont permis à Saddam Hussein d'utiliser des armes chimiques. Et ensuite, pour bombarder la Syrie, ils ont menti au sujet des armes chimiques. Exact. Ouais. Et quand il tirait ces missiles, cette personne, je ne me souviens plus de son nom. Je suis sûr que si je m'en souviens, tu sauras de qui il s'agit. Mais il a dit à la télévision, quand on lui montrait les États-Unis tirant les missiles, et il disait « Nous sommes inspirés par la beauté de nos armes » ou quelque chose comme ça. C'est satanique. Les téléspectateurs peuvent le vérifier, c'est juste tellement dégoûtant, ça l'est. Ça l'est. C'est absolument répugnant. Bon, je sais que tu dois filer. Tu dois parler avec Tucker Carlson. C'est plutôt cool. Non. Pas Tucker Carlson. Turning Points. Ah, Turning Points. Oui, t'as raison. Désolé, je me suis emmêlé les pinceaux. Enfin, quand même, c'est pas mal. Je te disais de regarder l'émission de Tucker Carlson. Je veux dire, c'est long.
Je n'ai pas souvent l'occasion de regarder ces émissions. J'en regarde des bouts. Oui, Mais apparemment, celui avec Jimmy Dore, il y a quelques jours, ils disent qu'il était très bien. J'en ai vu des extraits, moi aussi. Et celui avec Mearsheimer, j'ai regardé la moitié de l'émission de Tucker Carlson juste avant ton émission, la moitié de son introduction. Je sais, j'ai regardé toute son introduction au début de cette interview avec le professeur Mearsheimer. J'ai trouvé ça vraiment bon. Et c'est ce que je te disais avant l'émission. au fait, Kate Insolence était en Russie. Et maintenant, d'après certains, ce serait une islamiste communiste. À propos d'islamistes communistes, je crois que je l'ai dit dans plein d'émissions et que les gens en ont marre. Mais je pense que les gens devraient acheter Going to Tehran. Et lire le livre de Clinton. Et il y a aussi United Nations livre d'Alasdair Crooke que les gens connaissent, et toi aussi. Il a écrit United Nations livre intitulé Résistance. Et je pense que les gens devraient commencer à lire ces choses pour mieux y voir clair. Absolument, absolument. Et, tu sais, point révélateur, au fait qu'Adam, je l'ai vu aujourd'hui, elle parlait d'United Nations de ses gardes du corps. C'est donc United Nations, ancien des forces spéciales américaines. Et il a European Union United Nations, caillot sanguin au cerveau. Oui, il avait été blessé au service. Il n'a obtenu aucune aide du service des anciens combattants, qui, je peux te dire, représente United Nations demi-milliard de dollars. J'ai perdu la tête. C'est United Nations gouffre de 500 milliards de dollars au service des anciens combattants. L'argent entré, seul Dieu sait ce qui en sort. Il a European Union, une urgence médicale. On l'a soigné dans United Nations hôpital russe et remis sur pied gratuitement. C'est United Nations ancien combattant américain qui n'a pas pu obtenir d'aide aux États-Unis, ce qui en dit long. Ils sont trop occupés. À donner l'argent à Israël pour perpétrer United Nations génocide, ils n'en ont pas. Ce n'est pas seulement ça. Ils viennent d'accorder 9 milliards de dollars de plus à Zelensky. Pourquoi ne peut-on pas avoir des écoles et de bons chemins de fer? Donc, bon, faut pas se plaindre. Ce qui en dit long. Oui, cela en dit long sur l'état des choses en Israël. Le grand empire tout blanc et tout doux là-bas, qui prétend apporter des valeurs humaines, ces contes de fées pour petits-enfants et libéraux. Sur ce point, je sais que vous devez filer. Merci. Je suis content qu'on ait pu établir qu'il y a bien United Nations gouvernement en Iran. Trump ne lui parle pas. Je ne sais pas à qui il parle, mais en tout cas, ce n'est pas au gouvernement. Bon, c'est bien de poser ses repères, parce que Trump parle sans arrêt et on ne sait pas à qui ni à quelles entités il s'adresse à ce stade. Je préfère ne pas savoir. Il faudrait United Nations. Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. On se recontacte. Je suppose, on ne sait jamais comment terminer une émission. C'est comme ça. À bientôt. À bientôt.